j'ai pris le départ, mon père me suivait en canoë, il s'est retourné. Et mon médecin me disait non, mais là, ça peut être compliqué et tout. Moi, je voyais pas l'inconvénient. J'étais pas bien du tout. Là, au bout de 15 minutes, je suis repartie, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrevue, votre podcast business, sport et art. Je suis H, votre hôte, et aujourd'hui, on accueille une invitée que vous connaissez déjà, puisqu'elle est passée sur le plateau de The Process House pour nous présenter son défi. À l'époque, elle préparait la traversée du lac Léman aller-retour, plus de 150 km de nage, plus de 60 heures passées dans l'eau. Sans plus tarder, on accueille Flavie Capozzi. Flavie, bienvenue. Merci. Ça nous fait plaisir de t'avoir de nouveau sur le plateau. Moi aussi. Écoute, la dernière fois qu'on s'est quitté, tu préparais la traversée du lac Léman aller-retour. Ton défi consistait à lever des fonds pour l'association Morija, qui construit des puits en Afrique. Exactement. Plus précisément au Burkina Faso. J'aimerais revenir un peu sur ton parcours, ton expérience de la traversée. Et d'ailleurs, je pense qu'il est important de préciser que pour cet événement, tu t'es entraîné environ 2 ans. Exact. 2 ans de préparation physique, c'est, je pense, beaucoup, c'est assez inédit. On a eu la chance de te suivre dans une journée de préparation physique, donc Ouais. À la salle et puis sur l'eau. Moi, j'aimerais savoir, d'un point de vue préparation mentale, comment est-ce que tu as abordé ce challenge? Alors, je pense que du coup, c'est surtout vis-à-vis de mon caractère. C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question si mentalement j'avais été suivie par des coachs ou quelque chose. Et c'est vrai que pas du tout. Dans la vie de tous les jours, j'ai quand même un fort caractère. Et puis, justement, dans la vie, j'aime bien me lancer des buts. En fait, je trouve que c'est ce qui me permet d'avancer, de me découvrir, d'apprendre aussi sur moi. Donc c'est vrai qu'au niveau du mental, je me suis un peu forgée toute seule. C'est vrai que il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des moments difficiles, mais je pense que c'est ce qui a fait ma force et du coup d'avoir pu construire tout ça seule. Du coup ça faisait que je me connaissais vraiment et puis du coup j'étais vraiment calée sur le mental et puis ça a bien marché, quoi. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à retenter un challenge, sachant qu'en 2019, si je ne me trompe pas, tu avais Oui. déjà accompli la traversée du lac Léman, mais seulement dans le sens aller. Exact. Je pense que c'est vraiment le dépassement que du coup j'aime. Justement, j'aime repousser mes limites, me dépasser. Et puis du coup, je pense que c'est ça vraiment qui a été, je dirais, un peu le plus excitant. C'était de pouvoir justement me surpasser, puis voir jusqu'à où mon corps était capable d'aller. Donc j'avais de toute manière dit en 2019 que si l'aller se passerait bien, je ferais quelque chose de plus gros. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer plus gros. En doublant la mise. Exact. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit, ouais, là, franchement, l'entraînement, il est dur, j'arrête, Alors, j'ai plus envie. l'entraînement, oui. Le jour J, je me suis jamais dit, là, c'est trop dur. Enfin, pourtant, j'ai eu des moments difficiles, mais je me suis jamais dit, là, je veux abandonner. Mais c'est vrai que sur les entraînements, j'ai dû mettre ma vie de nouveau entre parenthèses, entre guillemets, pendant 2 ans, où j'ai dû être focus sur les entraînements. En même temps, j'ai quand même monté mon école en janvier 2021, donc j'ai dû gérer aussi toute la préparation de l'ouverture de l'école. En parallèle de ta préparation pour le Exact. challenge. Voilà, et puis du coup, je devais gérer les entraînements, l'alimentation, le sommeil, du coup, ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie avec mes amis. Et puis du coup, en fait, c'était ça qui était le plus dur à gérer. Étant donné que je suis jeune, c'est vrai que j'ai dû mettre de côté les sorties, faire la fête avec mes amis, enfin voilà. Donc je pense que c'était difficile, mais en fait, je me replaçais toujours dans mon objectif et puis je me disais que voilà, les entraînements allaient payer et puis que mon but final, c'était vraiment de faire cet aller-retour. Et puis, j'étais obligée de passer par la phase d'entraînement, même si c'est pas toujours drôle. Bien sûr. Donc oui, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où j'ai pleuré, où j'avais envie de tout envoyer chier, mais je suis restée focus et puis ça m'a amenée là où je suis arrivée après, quoi. Je dirais que dans les sports d'élite, il n'y a pas un seul sportif qui s'est dit de tout du long jusqu'à la fin, ouais, c'est bon, je vais le faire. Tout le monde a eu à traverser des périodes de doute. Ouais. Moi, je me demande,
selon toi, c'est quoi le plus important pour arriver à la fin d'une telle préparation? Parce que c'est long quand même, 2 ans. Tu as dit toi-même, tu dois mettre en parenthèse ta vie. La discipline ou la motivation? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que du coup, la discipline en soi, j'en avais pas. J'en avais, mais j'en avais pas beaucoup. Je faisais souvent des feintes en mode j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, je veux pas m'entraîner, je suis fatiguée et tout ça. Donc des entraînements, j'en ai esquivé pas mal quand même. Après, la motivation, elle est importante parce que le sportif qui perd vraiment la motivation, c'est vraiment dur de rester focus. Donc, je dirais plutôt la motivation parce que c'est vrai que la discipline, elle est importante, mais d'avoir loupé quelques entraînements, finalement, ça m'a pas empêché d'y arriver. Donc, je pense que la motivation reste quand même plus importante. Et puis, je pense que c'est important aussi de croire en soi jusqu'au bout, quoi. Même si on a des moments de doute, des moments difficiles, je pense que c'est important de savoir pourquoi on le fait et puis de se dire que de toute manière, si on prépare quelque chose comme ça, c'est aussi qu'on en est capable, quoi. Bien sûr, mais j'en profite que tu parles de la confiance en soi pour te demander justement comment toi, tu as fait pour construire une confiance en toi qui t'a permis déjà d'effectuer une première fois un défi d'une telle ampleur, donc en 2019 quand tu as traversé juste l'allée, et de te dire que 2 ans après, 3 ans après, voilà, je vais doubler mon exploit, je vais faire l'aller-retour. Donc comment tu construis cette confiance en toi pour qui au début ne repose sur rien en fait, parce que tu n'as jamais fait quelque chose d'aussi gros, et tu te dis voilà, maintenant je vais faire ça. Ça vient d'où? Je pense que j'en reviens, mais je pense que du coup, c'est déjà le caractère aussi. Le fait que du coup, j'ai ce côté un peu battante, j'ai envie d'aller de l'avant. Et puis après, je pense que du coup, c'est aussi tout l'à côté que j'ai, le soutien, que ce soit de mes proches, des sponsors, de mon équipe. Tous ces gens, ils croient forcément au projet du coup parce qu'ils sont investis dedans, que ce soit mes coachs ou même les sponsors. Si du coup ils sponsorisent le projet, c'est que du coup derrière ils y croient aussi. Donc je pense que c'est ça qui fait que du coup je peux avoir confiance. C'est vraiment tout le soutien que j'ai derrière moi. Parce qu'il y a quand même des gens qui viennent me dire ou qui ne croient pas du tout au défi. Mais c'est vrai, des gens qui viennent te dire tu vas pas y arriver, ah oui, à part clairement. ça Flavie c'est chaud. Oui. J'ai eu des gens vraiment qui me disaient que c'était impossible ou alors qui voyaient ça comme quelque chose de chouette, mais quand je leur disais la distance, ils me disaient mais comment tu vas faire? C'est pas possible. Donc du coup, je pense que en fait, même des fois quand j'ai perdu la motivation, etc., c'était vraiment toujours mes proches qui étaient là derrière. Et puis je pense que c'est ça qui fait que je peux avoir confiance en moi et puis vraiment aller au bout de ça parce que sans eux, ça serait déjà pas possible de le faire. Donc, ton entourage a été l'une des clés pour ce défi. Oui. J'ai déjà mon papa qui a géré vraiment tout l'aspect administratif et puis il était toujours derrière moi en fait. Enfin, à chacun de mes entraînements, il était là, partout quoi. C'était pendant 2 ans, c'était Flavie et Traversée quoi. Et j'en discutais avec un invité l'autre jour, justement sur l'importance de construire une équipe. On en avait aussi parlé un peu dans notre dernière interview. C'est rassembler une équipe avec une vision similaire à la tienne, c'est vraiment important. Et puis c'est dur, hein. Et c'est dur, exactement, c'est dur. Il faut trouver les bonnes personnes. C'est pas facile de bien choisir. Là, tu as été entouré de ta famille, donc on va dire que c'était. Tu avais déjà confiance en eux de base. Oui. Tu vois. Mais les gens dans le business, les sportifs, quand ils font comme toi et qu'ils doivent s'entourer de personnes qui ne sont pas forcément de leur famille, trouver les bonnes personnes en qui ils ont confiance, ça, je pense que c'est assez challengeant. Du coup, j'ai quand même eu mon équipe qui n'était pas liée à ma famille. En fait, c'est plus déjà des personnes qui étaient là sur la première traversée et qui, du coup, ont été là pour la deuxième. Mais c'est vrai que, du coup, je partais un peu dans l'inconnu aussi. Par exemple, j'ai eu un nouveau coach que du coup, j'ai pas poursuivi avec lui parce que du coup, il n'était pas du tout dans la même mentalité que moi. Donc en plein milieu, j'ai dû me séparer de lui, trouver un autre coach. Donc voilà. Ça, je me souviens effectivement. Donc il y a des choses qui sont pas toujours évidentes, mais je pense que vraiment la clé de la réussite, c'est aussi vraiment d'avoir un entourage sain et puis vraiment qui est, comme tu dis, dans la même mentalité, quoi. Est-ce que tu as un conseil
si tu devais donner un conseil par rapport au management du temps, au management du temps, ouais, Mhm. de ta vie par rapport à, comme tu as dit, tu avais ton école en même temps que tu préparais ton école en même temps que tu préparais ton challenge. Mhm. Tu devais gérer tes entraînements, tu devais gérer ta nutrition, ton repos, ton sommeil, tu devais gérer une certaine vie sociale, de famille. Comment tu gères tous ces aspects? C'est quoi ton tips numéro un si tu devais en donner un? Alors, je pense déjà mettre des priorités. Mm. Ça veut dire que est-ce que sortir, faire la fête, c'est plus important que s'entraîner? Donc, je pense déjà mettre des priorités sur ça. Et puis, euh, être quand même strict, enfin, être organisé. Quand il y a entraînement, bah, il y a entraînement. Et puis, il n'y a pas autre chose, un autre rendez-vous qui va avec. Donc, je pense faire une bonne planification. Et puis, c'est vrai que mes semaines se ressemblaient beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, le mardi, j'avais muscu. Je sais pas, le jeudi, j'avais physio. Et puis, c'était assez construit. Mes semaines étaient assez similaires. Et puis, je pense que, ouais. Du coup, on est sur une routine qui s'installe Mhm. et qui te permet d'être régulière et Oui. de placer tes priorités. En fait, c'est une sorte de planification, quoi. Bah, clairement. C'est obligé. Parce qu'après, il y a aussi le travail en fait à côté. Donc, ben, Ah oui, en plus, tu travailles à côté, ouais, effectivement. voilà. Les entraînements, finalement, se ressemblaient jamais. Donc, Mhm. par exemple, le week-end, des fois, j'avais des entraînements qui pouvaient varier de 4 heures à 12 heures de temps. Des fois, je nageais la nuit, des fois, c'était la journée, des fois, j'allais en lac. Pareil, pour ma préparation physique, c'était toujours des exercices différents, c'était hyper varié. Donc, au final, j'étais toujours contente de tester des nouvelles choses. Et puis après, des fois, oui, les entraînements de natation, c'était long, c'était dur, mais ce que j'aimais le plus, c'est justement quand il y avait des gros entraînements qui arrivaient, justement des 12 heures, des 4 heures, des 8 heures, parce que du coup, c'est différent à gérer que genre un 3 km avec des séries, de la vitesse et tout ça, quoi. Mhm. Donc ça allait, franchement, je me suis jamais ennuyée, c'était juste le temps qui était long en fait, les 2 ans, où en fait au bout d'un moment j'en avais marre, je voulais juste que le jour J arrive et puis voir si du coup j'étais assez prête, quoi. Ouais, Enfin, je j'aurais comprends. voulu avancer dans le temps, voir et puis me dire ok, là je suis pas assez prête donc je m'entraîne un peu plus. mais là demain si on me disait est-ce que tu veux faire l'aller-retour, je dis oui sans problème, quoi. Après ce qui me pose plus problème c'est vraiment les entraînements, quoi, la gestion des entraînements, tout ce qui va avec, l'alimentation, le ci, le ça. Enfin voilà. Ouais, il y a beaucoup de sacrifices à faire pour Oui. un challenge d'une telle ampleur. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en 3 mois, 4 mois. Non. C'est pas comme un match ou une compétition qui peut se préparer en quelques mois. Ouais. Vraiment, tu as fait un gros sacrifice pendant ces 2 ans. Mhm. Et justement, le jour J, tu y arrives. Oui. Enfin, là, on revient dans le temps aux quelques semaines avant le jour J. Il me semble que tu te blesses. Alors oui, j'ai eu un problème, j'ai eu un souci d'épaule Ouais. qui datait déjà de la première traversée, Mhm. mais qui s'est un peu amplifié. Enfin, Tu n'avais pas fait contrôler. Et Non, puis, et du coup, puis quand tu l'avais fait, il y avait le médecin et t'avait dit, voilà, c'est soit tu fais une certaine opération, soit t'arrêtes. alors ouais, c'était soit une infiltration, soit tu pourras pas prendre le départ. Ok. Et en fait, moi, je voulais pas du tout faire d'infiltration. J'étais là, mais Ah ouais? pas du tout. Mais comment tu vis la possibilité qu'il y a moyen que tu fasses pas le challenge pour lequel tu t'es entraîné pendant aussi longtemps? Non, mais moi, c'était pas possible. Enfin, on me disait, enfin, c'est comme si on. Ouais, non, c'était pas possible. Mon médecin me disait non, mais là, ça peut être compliqué et tout. Moi, je voyais pas l'inconvénient. Enfin, oui, j'avais mal, mais Tu t'es c'est le dit, ouais, mental. je vais quand même le faire. Ouais, voilà. Et puis finalement, j'avais vraiment mal. Donc, du coup, j'ai fait cette infiltration. Et puis, au final, le jour J, je n'ai absolument Rien senti. rien senti. Alors, est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que du coup c'est avec l'adrénaline du coup du défi? Est-ce que c'est l'infiltration qui a aussi certainement aidé? Mais il y avait la partie où j'avais la plus grosse douleur, où là du coup on ne pouvait pas infiltrer parce que c'était dans le nerf et il y avait trop de risques à 2 semaines du défi, ou je sais plus combien c'était. Donc je pense que c'est l'adrénaline qui m'a vraiment fait couper en fait de la douleur, et puis le mental qui a pris le dessus, quoi. C'était la première de tes nombreuses difficultés que tu as rencontrées lors de ta traversée. Est-ce que tu peux nous faire une liste un peu pour nous dire justement toutes les épreuves que tu as dû traverser durant ton challenge?
Alors, déjà, je suis partie au départ avec un énorme mal de ventre. Je pense que c'est la pression des 2 ans qui retombait, il y avait du monde. Et puis, je partais à 21h, donc je me suis levée le matin, mais du coup, j'ai eu toute la journée pour cogiter. C'est pas, je me lève à 7h et le départ est à 9h. Là, Ouais. c'était vraiment 21h, j'allais pas dormir jusqu'à 18h, quoi. Donc, il fallait préparer la journée, j'étais stressée, le temps passait pas. Puis d'un coup, après, il y a les caméramans qui sont arrivés à la maison. Donc, le temps passait, on a dû se préparer, partir. Donc, je suis arrivée au départ, donc au bain des paquis, déjà avec un mal de ventre horrible. Enfin, j'étais Ouais. déjà pas bien. Donc tu étais anxieuse. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la pression supplémentaire que les médias y rajoutent parce que les gens ils pensent que voilà, tu es arrivé Ouais. au bain des paquis et puis il y avait juste ça. Ouais. Ils n'ont pas vu toute la préparation, Non, tu et t'es levé depuis puis- 7 heures. Ouais, et puis les On vient de médias, ils poser sont des là questions, justement. ils te filment. Tout ce que tu fais est filmé. Ouais, Ok, faut pas décevoir entre guillemets, même si c'est quelque chose que je fais pour moi, bien évidemment. Bien Il n'y a sûr. aucun record à la clé. Mais du coup, les médias sont quand même là pour parler, quoi. Donc, si je fais quelque chose de faux, enfin, c'est écrit, quoi. Ça va se voir. Donc il y avait déjà ça. Et puis, il y a eu aussi mauvais temps. Donc, il y avait un vent, mais de malade. J'ai pris le départ. Mon père me suivait en canoë. Il s'est retourné. Il y a eu aussi une régate. Il y a eu tellement de vent que le bateau, il n'arrivait pas à me suivre. Donc, pendant presque 1h30, 2 heures, j'ai dû gérer toute seule, en fait. Tu étais au milieu du lac sans bateau de soutien. Je suis partie du bain des paquis et puis après, ouais, en fait, en sortant du bain des paquis, j'étais toute seule Waouh. parce que mon père s'est retourné en kayak. Donc du Il coup, était plus avec là. les vagues qu'il y avait, il n'arrivait pas à remonter sur le kayak. Donc en fait, heureusement, il y avait quelqu'un sur le lac, un bateau qui a aidé mon papa, qui du coup, ce bateau a ramené mon papa au vrai bateau. Ouais. Et du coup, il y avait l'autre bateau aussi parce qu'il y avait 2 bateaux qui me suivaient, un peu un bateau navette et le bateau principal, où du coup, il n'a pas réussi à me suivre. J'avais mes ravitaillements toutes les 20 minutes qui n'ont pas pu se faire au début. Donc déjà, là, c'était grosse galère. J'avais mal au ventre. Et puis au bout d'1h30, je crois, du coup, ça s'est un peu calmé, ils m'ont arrêté. Mais en fait, j'étais malade à mourir. J'ai commencé à avoir des diarrhées, c'était horrible. Mais Je me vraiment à 1 souviens, heure du départ. Ouais, je me souviens, j'ai suivi ta traversée sur ton compte Instagram des 150 km. Ouais. Et justement, il y avait des stories qui te montraient, voilà, ta vie est malade, on ne sait pas si elle pourra continuer, Ouais. le challenge va peut-être s'arrêter. J'ai eu en fait, donc j'ai eu ça. Et puis un tout petit peu, je dirais à peut-être 20 heures que je nageais, quelque chose comme ça. J'ai eu une insolation. Du coup, j'ai vomi, j'ai eu de la fièvre. J'étais pas bien du tout, quoi. Mais encore une fois, je pense que le mental prend le dessus parce que mon médecin m'a dit une insolation, ça met quand même 3-4 jours normalement à se soigner. Là, au bout de 15 minutes, je suis repartie, quoi. Donc il y a eu ça. Il y a eu toujours le mal de ventre qui a été présent quasiment tout le long. Et puis, j'ai eu aussi une otite sur la fin. Et puis, pour finir, une petite infection de la peau avec des boutons, enfin bref, partout qui sont arrivés sur mon corps, enfin bref. Durant la traversée ou après? Non, pendant. Pendant. Enfin, on a commencé à y voir, Ouais. du coup. Parce que c'est ta combinaison qui frottait ou quelque chose comme Ouais, ça? en fait, il a fait chaud. Je faisais quand même pipi dans ma combinaison, Ouais. donc je pense que ça stagnait aussi pas mal. Ah, ça, je Et pense, puis, avec ça- le soleil, plus je m'étais mis je sais pas si tu te rappelles de la graisse. Je c'était mettais de la graisse de bœuf et de chèvre que j'avais pour mis. soulager la douleur. Alors non, que j'avais mis sur tout mon corps justement pour éviter Ah oui. les irritations, ouais, ok. le froid, enfin voilà. Et puis je pense que du coup, ça avait quand même macéré. J'étais quand même dans ma combinaison pendant presque 3 jours, enfermée. Enfin, c'est comme si on met sa main dans un sac plastique pendant 3 Ouais. jours et puis qu'elle reste dans l'eau avec la chaleur. Enfin, Et ça, je pense, c'est un aspect de la course que les gens ignorent totalement. Qu'ils pensent peut-être que tu avais des toilettes sur le bateau ou ce genre de choses. ah ouais, non, alors pas du tout. alors que C'est quand dans le lac, quoi. tu venais faire tes micro-siestes de quelques minutes, tu dormais à même le sol, on te Ouais, mettait une ouais, ouais. couverture et c'était comme Ouais. ça. Bonnet, lunettes. Pas de pause toilette, Non. ta combinaison, Mm. tout le temps sur, j'allais dire sur homme, mais non, du coup, pas pour le cas, pas pour le coup. Est-ce que, on peut clairement dire que ce qui t'a permis de surmonter toutes ces épreuves, c'est le mental. Clairement, Sur ça, oui. on est d'accord. Je pense quand même qu'il est important de souligner que la préparation de 2 ans, elle n'était pas anodine. Elle a quand même joué un facteur clé parce que du coup, ton corps, il était en condition pour cet événement principal. Mais c'est impressionnant de voir à quel point le corps humain il est capable de
de s'auto, comment on dit, anesthésier Oui, en termes ouais. de souffrance. C'est Parce vrai. que là, bah, C'est dingue. t'as beaucoup souffert. Mm. T'as beaucoup Bah, souffert. clairement, ouais, mais en fait, maintenant, c'est un peu oublié. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pourrais vraiment pas redire vraiment ce que j'ai vécu sur le moment. Je sais que j'ai vomi, que j'étais pas bien. Ouais. Mais pour moi, c'est passé. Donc, au final, j'ai quand même réussi. Donc, finalement, j'ai quand même surmonté ça. Mais c'est vrai que j'arrive pas à revenir en arrière sur le moment même et me dire, non, mais là, j'allais pas du tout abandonner, hein. Mais je sais que j'étais pas bien, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Je sais que pendant l'une de tes interviews dans les médias, tu as parlé du fait que un de tes grands soutiens, en plus de ta famille, a été ton copain. mhm, Il t'avait suivi alors qu'il avait le mal de mer, c'est si ça. je crois bien. Ah ouais. Et, Il déteste l'eau. il est- Donc du coup, c'est très courageux de sa part et je pense que ça a dû pas mal booster ta force aussi mentale pour tenir ce challenge. Mhm. Et justement, en fait, ce qui me fait me rappeler de ça, c'est que tu avais dit qu'à un moment, il a dû partir parce que Ouais. du coup, il se sentait mal pour se Oui. reposer. Et c'était à ce moment-là que tu avais eu pas un Mm. breakdown, mais Oui, genre oui. tu t'es senti un peu plus, un peu moins bien parce qu'il n'était pas là et tout. Mhm. Du coup, une de tes forces, de tes soutiens mentaux n'était pas présent. Bah, en fait, je pense que du coup, même si les personnes sur le bateau, ça peut être qu'une présence, hein. Par exemple, mon papa, oui, c'était un gros soutien, mais en fait, je pense que la présence de chacun a été un soutien pour moi. Et c'est vrai que bah, du coup, mon copain était parti parce que du coup, il n'était pas bien, il devait se reposer. Et vers 8 h le matin, donc il était parti le soir vers 18 h la veille. Et vers 8 h le matin, j'ai dit, enfin, il est où, quoi? Moi, j'ai besoin qu'il soit là. Et en fait, c'était même pas que j'avais besoin qu'il me parle en particulier, mais je pense que c'était vraiment justement la présence, quoi. Juste de savoir Et qu'il est là. ouais, et je pense que ça, dans des moments difficiles, je pense que les proches, justement, on voit l'importance que ça peut avoir sur nous-mêmes, quoi. Bien sûr. Donc c'est Changement vrai que d'environnement. quand il est arrivé, ça a été un soulagement, quoi. J'ai repris un peu de la force. Et puis vraiment, tout le monde avait son rôle, quoi. J'avais des équipes justement de médecins et de physio Relais. qui se relayaient. Et puis pareil, ils avaient chacun, en fait, la team avait chacun un peu son caractère. J'avais un caractère justement avec un de mes médecins, un de mes physios, où ils étaient plus à me pousser, à me dire que ça allait aller. Et puis j'avais une autre team un peu plus, qui avait un caractère différent. Un Donc peu plus pareil, dans des la fois, retenue. j'avais besoin de mon autre team, des fois j'avais besoin de cette team, comme j'ai eu des fois besoin de mon papa, des fois besoin de mon copain, des fois j'avais aussi une amie sur le bateau. Donc voilà, mes pilotes aussi, j'avais vraiment besoin de chaque personne de cette équipe parce que tout le monde m'avait suivi au long de ma préparation. Tout le monde savait comment me gérer, comment me parler. Les moments où il fallait pas me parler, d'autres moments où justement il y avait des mots-clés à me dire pour avancer. Donc je pense que vraiment ouais, les présences peuvent changer beaucoup. Ouais. Encore une fois, on en revient au fait que la construction d'une équipe, c'est hyper important Ouais, pour ce clairement, genre de clairement, choses. vraiment. Et même de façon générale, dans tous les projets que tu entreprends en business ou autres. Mais même au travail, hein, finalement. Oui, tout à fait. On avance un peu dans le temps, tu arrives à la fin du défi, parce que ce défi, tu l'as réussi. Tu arrives au bain des paquis, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Quelles sont tes émotions? Fierté, soulagement, triste, contente? Alors, je pense soulagement. Et c'est vrai que je suis pas trop à montrer mes émotions, mais alors là, j'ai complètement lâché. J'ai pleuré en fait, et je pense que pareil, j'ai tellement pris sur moi pendant ces 60 heures avec tout ce qui se passait, la douleur, enfin voilà, les aléas aussi que j'ai eu sur l'aller-retour. Donc j'ai pleuré et puis je pense soulagée de me dire c'est bon, genre j'ai réussi là. Alors après, il faut savoir que j'ai pas nagé les 150 km. En fait, en réalité, j'ai fait 135 parce que justement, en plein milieu, on a eu une tempête. Pareil, c'est quelque chose qu'on a dû gérer. Et en fait, c'était trop dangereux que je reste dans l'eau. En plus de ça, je suis remontée sur le bateau. Le médecin m'a dit que je commençais un peu à être bleue au niveau des joues, au niveau des lèvres. Que du coup, là, mon état commençait à être À se moyen. dégrader. J'avais toujours mal au ventre. Ça faisait plus de 30 heures que j'avais pas dormi.
Donc en fait, ils sont arrivés à un stade où en fait, ils m'ont forcé à arrêter parce que de toute façon, c'était trop dangereux que je reste dans l'eau. Et puis pareil, on ne pouvait pas rester sur place avec le bateau. En fait, on a dû avancer. Parce qu'il dérivait. Ouais, et puis il y avait vraiment beaucoup de vagues. Enfin voilà, c'était un peu une tempête. Mais pareil, mon papa m'a dit, tu vois, je pense que les choses, elles n'arrivent pas par hasard parce que justement, la tempête est arrivée quand mon état commençait à... Se dégrader. Voilà. Donc du coup, j'ai dû monter sur le bateau et pendant 2 heures, j'ai pas pu nager. Donc là, je me suis reposée et puis 2 heures après, ils m'ont dit est-ce que tu veux qu'on retourne en arrière et qu'on fasse ces 15 km ou est-ce qu'on finit et puis tu auras fait 135. Et je savais au fond de moi que c'était pas 15 km qui allait changer quelque chose. Enfin, je sais que j'étais capable, j'ai déjà fait des entraînements de 15 km. Enfin, là, j'avais nagé 135 km, donc 15 de plus, ça m'aurait pas tué. Donc j'ai décidé... tu aurais dépassé ton record Ouais, personnel. Voilà. Donc j'ai décidé de rester sur les 135. Donc j'ai nagé de 135 km pour 60 heures. Et voilà, quand je suis arrivée au bain des Paquis, ouais, du coup, je pense que c'était un soulagement de me dire, voilà, j'ai pas fait les 150, mais c'est quand même un défi réussi. Et puis, c'est que des chiffres, quoi. Enfin, fier d'accomplir ce challenge, de l'avoir concrétisé, de l'avoir mené à bien, je pense aussi. Il y a une anecdote qui est marrante à souligner, c'est que le lendemain de la course, tu t'es quand même dit, voilà, je viens de nager 135 km, j'ai passé 60 heures dans l'eau, j'ai traversé le mal de ventre, toutes les conditions physiques possibles et imaginables, mais le lendemain, je vais aller faire une course de relais avec mon équipe. Ben ouais, je pense que pareil, on est sur de l'adrénaline en fait. Quand je suis arrivée au bain des Paquis, c'était je crois à 10 h le matin. Donc j'avais dormi que 2 heures sur les 3 jours que je venais de nager. Et puis en fait, je suis arrivée, on avait hyper bien géré l'arrivée, que la première fois, on n'avait pas du tout géré en fait. Les gens ne m'avaient pas laissé me reposer. Enfin, il y avait tellement de monde que du coup, j'étais là sans arrêt, j'ai pas pu boire. Donc là, en fait, ma nutritionniste m'a tout de suite mis à part. Elle m'a donné à manger, à boire, je me suis posée, tranquille, j'ai pris mon temps. Puis après, j'ai pu discuter avec les gens. Donc en fait, j'étais bien quand je suis arrivée au bain des Paquis. J'étais pas fatiguée, pareil, j'étais toujours dans l'adrénaline. Donc on a fait toute la journée. Le soir, mon papa a proposé qu'on aille manger une fondue avec l'équipe. Donc je suis rentrée chez moi, c'était 1 h du matin. Et puis le lendemain, 7 h, j'étais debout. Et justement, la veille, j'avais dit à mon coach, sa copine et puis à un ami à lui, en disant vous n'êtes pas chaud, demain on fait une course en relais. Parce qu'en plus, c'est toi qui as proposé le projet. Ouais. Et puis du coup, ils m'ont dit, on peut pas refuser quoi. Tu viens de nager, nous on peut pas refuser, on est frais. Donc ils m'ont dit ok, donc le lendemain 7 h du matin, j'avais les yeux grands ouverts. J'avais besoin en fait, c'est trop bizarre la sensation qu'on a après, mais en fait je me voyais pas rester chez moi et puis rien faire quoi. J'avais besoin de mouvement, donc du coup on a fait cette course. Alors on a fini dernier, mais du coup on s'est bien marré et puis c'était du bon temps quoi. Puis justement la semaine d'après on a fait un triathlon en relais avec la copine de mon coach et une amie à elle. On a fini 2e, mais pareil, c'était trop cool, quoi. Alors, c'était à 1 semaine du défi, mais pareil, j'avais besoin encore de rester un peu dans un truc dynamique et puis pas c'est bon, le challenge est fini, j'arrête tout, je me repose. Enfin, c'était pas trop dans mon... Ça, c'était, je pense, que ce qu'auraient fait la plupart des gens après avoir fait un défi pareil, disparaître pendant plusieurs mois, se reposer. Voilà, j'ai accompli mon truc, maintenant, je reste tranquille. Toi, tu as fait tout le contraire. Ouais, j'avais besoin. Mais du coup, tu es arrivé, ça a bien conclu ce challenge. Et tout ça pour la finalité qui est que tu as pu lever 48 000 francs pour l'association Morija. Si je me rappelle bien, c'était un montant comme ça, ou peut-être plus. Je crois. Je crois qu'on avait atteint 58. 58 000, ok. Vous avez réussi à lever finalement cette somme? Je suis pas sûre, mais je suis un peu... Je crois que c'était... Il me semble que c'était ça. Vous avez pu aller en Afrique avec l'association pour laquelle tu as levé les fonds, justement. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience et de ton voyage, en fait? Parce que du coup, tu as pu voir de tes propres yeux que les efforts que tu as fournis pendant toutes ces années, ils ont payé, en fait. Donc en fait, du coup, on avait planifié
de partir en Afrique. Mais c'est vrai que la situation là-bas le permettait pas forcément à 100%. Finalement, ça a pu quand même se concrétiser. Donc, on est parti en avril 2023. Donc là. Ok, ouais. Et puis du coup, donc, je suis partie donc, avec mon copain et mes parents. Et puis du coup, en fait, l'association est basée au Bouvray, donc en Suisse. Mais du coup, ils ont aussi une équipe qui gère au Burkina Faso. Ouais. Donc du coup, on a été à Ouagadougou, donc la capitale. Et puis là-bas, on a été donc accueillis par Morija. Et puis du coup, on avait un grand planning sur la semaine. Donc du coup, j'ai nagé dans le but de récolter des fonds pour la construction de puits. Mais en fait, le but, c'était de pouvoir aussi découvrir ce que l'association faisait. Donc du coup, on a été là-bas, donc on a assisté à du coup, la construction d'un forage. On a mis, parce que c'est pas nous qui avons creusé, hein, mais du coup, on est resté pendant 8 heures à attendre que l'eau entre guillemets, jaillisse. 8 heures pour 120 mètres de profondeur. Donc en fait, c'est là qu'on réalise qu'ils ont besoin de 8 heures pour avoir de l'eau. Et puis je crois que c'est de l'eau que sur 20 ans, entre guillemets. Donc nous, on a de l'eau, on ouvre le robinet, on a de l'eau à vie, quoi. Ouais. Eux, c'est 8 heures où il faut creuser. D'ailleurs, parenthèse, je crois que l'estimation, elle était prévue à 60 mètres environ de profondeur à la base. Ouais. Et que finalement, ça s'est retrouvé à faire 2 fois plus. Ouais, exact. Donc des fois, je crois qu'en fait, il me semble qu'à 80 mètres ou 100 mètres, ils arrêtent de creuser. Puis après, en fait, ils doivent négocier le contrat. Est-ce qu'ils peuvent aller plus profond parce qu'ils sentent qu'il y a de l'eau. Et puis en fait, justement, pour savoir s'il y a de l'eau, ils font avec des bâtons. En fait, comme à l'époque, puis il y a un monsieur qui marche. Et puis dès que, boum, les bâtons se croisent, en fait, c'est le point où il y a l'eau, quoi. Enfin, c'est vraiment, après, il faut y croire, etc. Mais du coup, là, apparemment, il y avait vraiment de l'eau, donc ils ont accepté de creuser plus. Et puis du coup, finalement, on a eu de l'eau à 120 mètres. Donc voilà, c'est là aussi qu'on prend conscience des choses. Et puis tout le village, en fait, était là à attendre d'avoir de l'eau. Parce que sinon, ils doivent marcher dans un autre village pour aller chercher de l'eau. Ouais. Donc on a eu ça, on a été aussi dans des hôpitaux avec les enfants malnutris, on a été dans des écoles, où pareil on avait pu récolter du matériel scolaire et puis on a pu faire vraiment une journée en immersion avec les enfants, donc on était assis vraiment à la table. Avec eux. Moi j'étais avec un petit garçon à côté et puis du coup en fait on a vu, voilà, ils faisaient des maths, ils faisaient de la géo, ils faisaient vraiment plein de trucs. Et puis, en fait, on a vu différents points de l'association, qu'est-ce qu'elle gérait, la distribution de vivres aussi aux personnes les plus démunies. Vous avez rencontré à environ la fin de votre voyage les autorités locales. Vous avez Alors, on a accueilli par le président de l'Assemblée générale nationale, ouais. Pareil, en fait, apparemment, il a suivi mon exploit. Et puis, du coup, il a tenu à me rencontrer absolument. Au début, il voulait nous rencontrer au début du voyage, ça n'a pas pu se faire, mais il a vraiment tenu à nous rencontrer. Donc, on a pu le voir sur la fin de notre voyage. Et puis, pareil, j'ai été interviewée par la télé burkinabé. La télé nationale. Voilà. Donc non, c'était vraiment une super expérience et je pense que du coup, mon copain, c'était la deuxième fois qu'il quittait l'Europe. Donc il a été quand même pas mal touché de ce voyage et puis on a vraiment rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré aussi une nageuse de là-bas, que j'ai pu nager avec elle. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on a pu partager et puis c'était vraiment une aventure humaine en fait. Et puis l'association a vraiment mis sur pied un voyage qui nous correspondait, vraiment naturel, vraiment en immersion dans le truc, sans chichi, enfin vraiment au naturel, quoi. Là, vous n'étiez pas en mode touriste, c'était vraiment non, pas du tout. à un autre niveau. Je pense qu'on peut dire que c'était un voyage qui a un peu changé ta perception de voir les choses. Est-ce que tu peux nous dire quelles leçons tu en retires au final? Je pense que j'ai beaucoup voyagé, donc je me rendais compte un petit peu de ce qui se passait dans le monde. Hein. Mais je pense que c'est vraiment important, surtout en Suisse, de se rendre compte de la chance qu'on a, que ça soit avec l'eau, avec tout, en fait, la qualité de vie qu'on a, l'argent qu'on a quand même en Suisse. Enfin, là-bas, les petits, ils faisaient de l'école avec des bouchons de plastique de bouteilles, quoi.
alors que nous, on a genre limite des ordinateurs et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment d'être conscient de ça. Et puis, si on peut aider, même avec le strict minimum, des habits, enfin peu importe, je pense que c'est important de pouvoir donner un peu de notre personne pour les personnes qui en ont besoin, quoi. Bien sûr, c'est là qu'on se rend compte que on prend souvent les choses pour acquises, alors qu'elles ne le sont pas forcément dans d'autres parties du monde. Flavie, cette interview était très intéressante, elle arrive à sa fin. Je vais te poser la traditionnelle question. Si tu pouvais revenir dans le passé, avant la course cette fois-ci, parce que la dernière fois, tu nous as dit ce que tu pensais si tu pouvais revenir dans le passé quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu te dirais à la toi de avant le challenge de l'aller-retour pour te motiver? Le conseil que tu te donneras à toi-même et que tu pourrais aussi par extension donner à plein d'autres personnes. Je pense que de vraiment pas lâcher, quoi. Enfin, malgré les difficultés, parce que dans la vie, on nous mettra toujours des barrières, des difficultés. Je pense que c'est important de surmonter ça. Ça nous permet déjà d'avoir aussi plus confiance en nous, d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Et puis ouais, de pas lâcher, quoi. Aller vraiment au bout. Et puis justement, le résultat derrière sera méga satisfaisant. Ok. Malgré les difficultés, oui. continuer à avancer. Le travail, il paye, donc les difficultés, on en aura toujours, mais c'est vraiment d'aller derrière ça, en fait, pour voir vraiment le positif qui en suit, quoi. Okay. Très intéressant, très inspirant aussi. Merci beaucoup d'être revenu sur le plateau pour répondre à nos questions. Ça nous a fait très plaisir. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette interview pour qu'on puisse vous proposer d'autres contenus de qualité avec des invités de qualité. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous dis trust the process.